Bonjour, je m'appelle Jennifer Estavesa, scientist chez Emeris basé à Lyon. Dans cette présentation, je voudrais vous partager comment Imeris soutient les actions visant à réduire notre empreinte industrielle en accord avec le Green Deal européen. Bien que nous ayons mis en œuvre plusieurs stratégies pour créer de la valeur durable pour nos clients, je me concentrerai sur une recherche qui facilite la transition Green Steel autour de l'hydrogène. Donc, je vais vous présenter les résultats des essais que nous avons effectués l'année dernière sur la corrosion des matériaux réfractaires par l'hydrogène et les réactions secondaires avec les SiO gaz. En plus de ça, je vais aussi donner des infos, des nouvelles sur l'implantation d'une technologie unique sur notre site à Lyon, prévue dans le mois à venir. Donc, pour remettre tout cela en contexte, je me permets de commencer par une petite chute devinette. J'ai le chiffre 97 372. D'après vous, que pourrait représenter ce chiffre? Vous avez quelques indices 2023 et participants. Mais de quoi? Alors, plus d'indices, Dubaï, Paris et Kyoto. C'est pourquoi ça devrait être suffisamment clair que, effectivement, c'est le nombre de participants inscrits à la conférence de parties au COP au fil des années. 97 372. Incroyable, n'est-ce pas? Malgré toute la controverse entourant le choix du lieu de la présidence et l'absence d'obligations claires, un compromis a été trouvé entre ceux qui voulaient une sortie claire de charbon et de pétrole et ceux qui opposaient. Au final, le texte appelle les États à opérer une transition hors des énergies fossiles dans le système énergétique, une formule technique, mais certains observateurs y voient le début de la fin des énergies fossiles. Et sur l'hydrogène, le Japon, l'Allemagne, la Namibie et les Émirats arabes unis ont proposé un accord sur la reconnaissance mutuelle du système de certification pour l'hydrogène propre, signé par une trentaine de pays, dont l'Inde, les États-Unis, le Brésil, les Arabes saoudits et le Chili. Alors, en France, ce n'est pas indiscret que la sidérurgie représente entre 5 et 9 des émissions de gaz à effet de serre françaises. Et compte tenu de l'implication du CBAM et les autres actions climatiques, il n'est pas surprenant que les subventions gouvernementales affluent pour soutenir la transition vers l'acier vert. Il y a à peine 3 semaines que nous avons 7 nouvelles d'ArcelorMittal, donc quelques gros investissements de projets, de collaboration, même à l'échelle internationale. Et nous, chez Emeris, pour mesurer l'impact environnemental et social de nos produits de façon objective, nous utilisons une méthodologie robuste et factuelle, la diapositive d'évaluation Sustainability Solutions Assessment, ou SSA. Lancé en 2021, notre label Pioneer est attribué aux solutions minérales classées A+, selon nos méthodologies SSA. Alors, il garantit que le produit offre une performance de durabilité exceptionnelle par rapport aux autres références de marché. Et en plus de ça, nous avons aussi assez récemment réalisé avec succès notre deuxième levée de fonds indexée sur l'objectif de développement durable, ce qu'on appelle Sustainability Linked Bonds, pour 500 millions d'euros. Revenons maintenant à l'acier vert. Je suis fière de vous dévoiler officiellement l'installation d'une technologie unique sur notre site à Lyon qui devrait être mise en service ici dans quelques mois. Alors, il s'agit d'un four multi-atmosphère pouvant aller jusqu'à 1400 degrés où l'on peut injecter soit sous forme pure, soit en mélange de différents gaz comme l'hydrogène, le monoxyde de carbone, le gaz inerte, mais pas que. Ce qui le rend unique, c'est la possibilité d'injecter de la vapeur, simulant ainsi des conditions plus proches de celles de la réduction de fer, de oxyde de fer par l'hydrogène. Ça, c'est côté technique. Alors, côté sécurité, ce que je trouve très important, non seulement en raison de risques très élevés d'explosion avec l'hydrogène, mais aussi en raison de CO, qui est toxique et potentiellement mortel, il est prévu que l'installation soit classée en zone non index. Ce que je trouve exceptionnel pour certains d'entre vous qui connaissent l'installation utilisant de gaz inflammables et surtout l'hydrogène. Et ceci est accompli grâce à une conception rigoureuse du système d'extraction et l'asservissement de la gestion de capture du gaz.
Revenons maintenant à la serveur. En fait, passons maintenant aux essais que nous avons effectués l'année dernière. En fait, nous avons sous-traité quelques essais à l'échelle de labo et les échantillons que vous pouvez voir ici sur la photo ont été soumis à un traitement thermique sous atmosphère d'hydrogène pur à 950 et 1400 degrés. Dans un premier temps, nous avons testé des agrégats compactés, agrégats purs d'alumine tabulaire d'andalousie de mulette synthétique et de zircone. Il n'y avait pas de lien, mais ils ont été compactés dans son forme cylindrique et pré-cuits à 1400 degrés. Et après, nous avons aussi testé de béton à base d'andallusite, de mulite et de bauxite avec une quantité particulièrement élevée de liant hydraulique à base d'aluminate de calcium si jamais il y a de réactions secondaires avec le liant cimentaire. Et 950 étant dans la plage de ce qui est prévu pour la DRI et 1400 degrés plus proche de la filière Haute-Fourneau. La durée totale de l'exposition de test des échantillons était 240 heures divisé en 3 cycles de 80 heures. Et ici, vous avez quelques détails sur la formulation. Donc, vous avez le codage pour référence pour la prochaine slide. Vous avez mule pour mulite. Celui-ci contient 47% d'alumine. Un autre mulite contient 60% d'alumine, tout comme l'andallusite, TA pour l'alumine tabulaire, deux types de zircone. L'une s'abaissait par l'ytria et l'autre par le chaux. 950 à 1400, ce sont les températures de test de corrosion. En haut à droite, vous avez le photo de préparation de l'échantillon de section polie pour le MEB. En bas, vous avez quelques détails sur la formulation de béton avec 25% du ciment. Et en bas à droite, vous avez le photo de mesure des fréquences de résonance par le grain de Sony. Alors, la variation de masse est une indication plus directe d'instabilité, ce que vous verrez souvent dans la publication sur ces sujets. Et comme la volatilisation du silice est attendue, suivant cette équation principale, nous avons mesuré une perte de masse proportionnelle à la teneur en silice pour les échantillons à 1400 degrés, alors que tous les échantillons testés restaient stables à 950 degrés. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Surtout pour le DRI. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'une température plus élevée est atteinte, disons localement? Est-ce que le fait qu'on minimise la porosité pour empêcher l'infiltration de l'hydrogène serait suffisant? Ici à droite, vous avez quelques photos de sections polies après le test de corrosion. Et au moins pour la mulite et pour l'andallusite, vous verrez clairement cette corrosion superficielle. Et le reste des échantillons semblait intact, mais il est quand même intéressant de noter qu'on avait constaté un gain de masse pour les zircones stabilisés à la chaux. Donc, on y revient plus tard, mais pour l'instant, passons en revue chaque matière première une par une. L'influence des microstructures de la porosité sur la résistance à la corrosion est pour démontrer en comparant le mulite dérivé d'andallusite et le mulite synthétique. Ce qu'on voit ici, c'est que la structure monocristalline dense et homogène d'andallusite mulitilisée semblait empêcher l'infiltration par l'hydrogène. En fait, ici, vous voyez cette zone en orange sur la surface, ce sont les zones appauvries en silice. L'andallusite mulitilisée a cette microstructure unique. Elle est grand ou même une porosité ouverte plus faible par rapport à celle d'une mulite synthétique. En plus de ça, la fissure intergranulaire ou encore la possibilité de se fermer au fur et à mesure de la mulitilisation, améliorant aussi probablement encore la résistance à la corrosion ou l'infiltration par l'hydrogène. Et c'est peut-être pour ça qu'on a observé une perte de masse plus faible pour l'andallusite mulitilisée par rapport à celle d'une mulite synthétique, même s'ils sont en teneur en alumine et en silice très similaires. Mais cela dit, qu'on parle de système de Corondon, comme nous le dirait clairement la thermodynamique, l'alumine tabulaire est restée
intact. Ce qu'on voit ici uniquement, c'est la migration des impuretés réduites, notamment le fer, le phosphore, vers la surface. Et ce phénomène existe même en température un peu plus bas. Dans ces cas, c'est à 900 degrés. Ce sont les zones lumineuses que vous pouvez voir ici vers la surface, sur la surface. Les zircons stabilisés ont donné un résultat assez intéressant. Donc, nous savons que les zircons purs résistent bien la corrosion par l'hydrogène. Mais dans l'application, nous utilisons souvent des stabilisants comme l'ytria, la magnésie et le chaux pour contrôler l'expansion volumétrique liée à la reconversion au polymorphe monoclinique de la zircone. Ce qu'on voit ici, c'est que le choix de stabilisant a un rôle à jouer dans la résistance à la corrosion. Parce qu'en fait, à 1400 degrés, le zircone stabilisé à l'ytria est resté stable, mais pas le zircone stabilisé à la chaux. Si vous voyez cette microstructure globulaire caractéristique de la polymorphe monoclinique de la zircone, et sa présence dans son proportion telle signale clairement la déstabilisation. Et ceci est confirmé aussi par le résultat par l'analyse de la diffraction X ici à droite. Cette différence de morphologie entre un système stable et déstabilisé est peut-être plus claire ici. Donc, à gauche, vous avez la microstructure globulaire partout. Et à droite, vous avez la microstructure d'un système stable. Ce que je veux mettre en évidence dans cette slide, c'est en fait l'impact du gaz SiO en présence de calcium dans les échantillons. Tout d'abord, d'où vient cette gaz? En fait, comme nous avons rechargé tous les échantillons dans le four, le silicate s'est volatilisant à partir des échantillons d'aluminosilicate, comme l'andésite et le mulite, et on réagit, on déclenchait des réactions secondaires avec les échantillons contenant du calcium et alors a déclenché la déstabilisation d'une des zircones, les zircones stabilisés à la chaux. Si nous n'avions pas rechargé tous les échantillons dans le four, comme le montrent ces résultats, les zircones stabilisés à la chaux seraient restés stables. Enfin, le résultat sur le béton. Au niveau de la perte de masse, nous n'avons pas vraiment vu des variations très significatives par rapport à ce qu'on a vu avec les échantillons compactés. Si vous pouvez voir qu'on est à peu près 0,6% de perte de masse au maximum. Mais malgré ça, il est quand même intéressant de noter qu'on a constaté une différence de propriété assez significative par rapport aux échantillons non soumis au traitement thermique de l'atmosphère d'hydrogène. C'est particulièrement le cas pour le module d'ion d'andésite et cela implique que les conclusions basées uniquement sur la perte de masse ne sont pas tout à fait fiables. Pour résumer, on peut dire que tous les échantillons présentaient une bonne résistance à 950 degrés. Ce n'était pas le cas à 1400 où on observait la volatilisation de la silice. On a vu à quel point la microstructure, la porosité sera importante et pourquoi les multitudes de différents origines pourraient se comporter différemment. Ça, nous avons aussi vu à quel point nous avons vu l'importance du choix de stabilisant dans un système à base de zircone. Et sur le béton, on a vu que pour avoir de différentes propriétés, même si les masses sont à peu près stables. Donc, c'est une chose que je voudrais que vous reteniez dans cette présentation, c'est que le choix des matériaux ne dépendra pas uniquement de la ténure en alumine et en silice. Il faut vraiment regarder tous les aspects, les propriétés, notamment le microstructure, la porosité, qui joue également un rôle clé dans l'infiltration. Bon, ça sera tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention.